Notre ordinateur XX Incorporation avait repéré des anomalies en ville. Il avait repéré une anomalie en ville et nous avait montré l'endroit. Comme d'habitude, XX Incorporation, notre, notre ordinateur ne nous disait pas ce qui s'était passé. Il nous montrait l'endroit précisément où il fallait aller. Dehors, Highlight était déjà prête. Highlight était déjà prête, les portes s'étaient ouvertes. La porte avant et la porte arrière s'étaient ouvertes en papillon. L'une face à l'autre, elles s'étaient ouvertes en papillon. Je suis rentré et Highlight a commencé à démarrer. Elle a accéléré le long de la route et nous sommes arrivés en ville. En ville, quand on est arrivé, on cherchait. On cherchait la moindre des choses qui pouvaient se passer. Est-ce que c'était un crime? Est-ce que c'était un meurtre? On était en ville et on cherchait. Nous étions avec, nous étions avec nos combinaisons noires, nos combinaisons en cuir noir que nous avions enfilées que nous avons enfilées à l'intérieur de Highlight. À l'intérieur de Highlight, nous avions mis nos combinaisons noires, nos combinaisons en cuir, avec notre cape blanche qu'on avait laissée à l'intérieur de Highlight. Highlight était repartie se garer toute seule. Elle était repartie se garer toute seule, et sur ma montre en métal, avec l'écran, un écran qui calcule mon langage corporel, qui calcule si je suis nerveuse, stressée, si j'ai peur ou si je n'ai pas peur, qui calcule la moindre de mes respirations, le moindre débattement de mon cœur, la moindre de mes pulsations. Et tout ça, en calculant ça en une seule minute, elle avait déjà repéré que je m'étais mordu la lèvre. Elle avait déjà repéré que je m'étais mordu la lèvre, que j'étais en train de chipoter avec ma main, avec mon doigt. Elle avait déjà repéré que je transpirais un peu et que je regardais partout autour de moi. Elle avait repéré que j'étais nerveux. J'ai senti mon cœur s'accélérer à l'intérieur de ma poitrine. Je ne savais pas sur quoi on allait tomber. Je ne savais pas sur quoi on allait tomber. Peut-être un vol à main armée, quelque chose de simple. Ou alors quelque chose de plus compliqué, un homicide, un meurtre. Je ne savais pas. Peut-être que ce serait même la diffusion d'un gaz toxique. On ne savait pas, mais on était parti. On était parti en ville, on marchait entre les gens qui nous regardaient. Nous étions avec nos combinaisons noires, avec nos lunettes. Nous avions des lunettes spéciales transparentes qu'on mettait juste sur nos yeux. Ces lunettes, on devait les connecter à XX Corporation. XX Corporation nous montrait alors dans la rue qui était une personne mauvaise ou qui était une bonne personne. Il nous montrait les criminels. Il nous montrait les personnes qui avaient un casier judiciaire et d'autres personnes qui n'en avaient pas. Il disait ça, il disait ça comme étant des bonnes personnes ou des mauvaises personnes. On pouvait parler depuis nos lunettes à XX Corporation, notre ordinateur dans la tour. On pouvait lui parler et il nous montrait les bonnes personnes qui n'avaient pas de casier judiciaire et les mauvaises personnes qui avaient des casiers judiciaires. Autour des mauvaises personnes, autour des mauvaises personnes qui avaient un casier judiciaire et qui devaient encore peut-être se faire pardonner, il y avait une sorte de lumière rouge qui entourait leur visage. Autour des bonnes personnes, il y avait une lumière verte lumineuse qui entourait leur visage. Les lunettes scannaient alors les bonnes personnes et les mauvaises personnes. On se rapprochait de plus en plus, on se rapprochait dans la ville en regardant à travers nos lunettes. À un moment, on s'est regardé, on les a retirées. On s'est rapproché des personnes qui avaient un casier judiciaire. On leur a demandé s'il y avait un problème quelque part. Ils nous ont regardés. On faisait notre possible pour trouver le problème. Jusqu'à ce qu'on entende, jusqu'à ce qu'on voie un immeuble complètement isolé. Isolé de matière. Isolé de matière inflammable. Isolé de matière inflammable, cet immeuble était en train de prendre feu. À l'intérieur, il y avait une famille. Nous avons sorti les enfants des flammes. Nous avons sorti les enfants des flammes. Quand on a sorti les enfants des flammes, à l'intérieur de l'immeuble qui était enflammé, qui était sur le point d'exploser à la moindre minute. À la moindre minute, au moindre éboulement d'un simple mur, au moindre éboulement ou à la moindre fermeture d'une porte, à la moindre poutre qui pouvait tomber, l'immeuble allait exploser. Muni d'une protection inflammable, cet immeuble pouvait exploser à tout moment.
Il était protégé par des murs qui avaient été isolés avec un isolant inflammable. Il pouvait, il pouvait exploser à n'importe quel moment. Nous avons créé un dôme de protection, nous protégeant des flammes. Les flammes frappaient contre ce dôme de protection qui avait été créé, qui avait été créé grâce à une puce que j'avais enfoncée dans ma main. Je m'étais ouvert la main avec un scalpel, j'y avais inséré une puce à l'intérieur. Cette puce me permettait de créer un dôme de protection, plus fort que du plexiglas, beaucoup plus fort que du plexiglas et beaucoup plus fin. Je pouvais passer à travers les, je pouvais passer à travers les flammes sans souci. J'avais gardé à l'intérieur du dôme, je t'avais avec moi, et j'avais les enfants et la famille. On marchait à l'intérieur des flammes, et les flammes essayaient de pénétrer à l'intérieur du dôme. Elles frappaient contre le dôme, aussi fin que du plexiglas, mais aussi dur que du plexiglas. Les flammes étaient en train de surchauffer le dôme. Le dôme était couvert de cendres et couvert de griffures. Je voyais les flammes tourner tout autour. Les flammes tournaient tout autour et formaient une tornade de feu autour. Nous sommes sortis, l'immeuble a explosé, et de très loin, je me suis mis à côté de Highlight. Les portes se sont ouvertes. J'ai alors mis la mère et ses deux enfants à l'intérieur. J'ai été rechercher l'animal, le chien. Je l'ai apporté à l'intérieur de Highlight. Highlight a commencé à conduire et les a emmenés à la tour. À la tour, on a demandé aux enfants s'ils voulaient à boire. On leur a offert à boire. Et une fois qu'ils étaient à la tour, on leur a demandé ce qui s'était passé et comment le feu s'est déclenché. Ils ne savaient pas. Ils nous ont raconté que le feu s'était déclenché à l'intérieur des murs et que le feu a commencé à prendre sur tous les murs les uns après les autres, que les portes ont commencé à claquer. Les portes ont commencé à claquer, puis il y a eu des éboulements de murs. Ensuite, le feu a commencé à grossir, grossir. Il est parti de plus en plus loin, de plus en plus haut, a commencé à manger petit à petit les murs, à manger petit à petit les portes et les courants d'air, s'est emparé de tout l'immeuble jusqu'à ce qu'il brûle entièrement et que l'on arrive pour pouvoir les sauver. Ils avaient dit que le feu avait démarré à l'intérieur des murs, que les briques avaient commencé à être de plus en plus chaudes. C'est tout ce qu'il nous avait raconté. On a alors écrit un rapport à XXX Corporation, qui était notre ordinateur de base qui nous montrait les problèmes en ville. On a écrit un rapport sur ce qui s'était passé et sur la menace qui avait été éteinte. Ce soir-là, nous avons retiré nos combinaisons et nous avons emmené alors dans un endroit plus sûr la jeune femme. Dans un endroit plus sûr, la jeune femme et ses deux enfants. Nous l'avons emmenée dans un endroit plus sûr, une sorte de refuge pour les personnes qui avaient perdu leur appartement, leur maison ou qui avaient fui leur pays. On les avait emmenés là, et ils nous avaient remerciés. Une fois revenus à la tour, à notre appartement, j'ai éteint XX Corporation et j'ai enregistré ce que nous avions fait aujourd'hui sur une clé USB. Sur une clé USB, j'ai enregistré notre mission d'aujourd'hui. J'ai éteint XXX Corporation qui avait enregistré notre mission. J'ai retiré ma combinaison et je me suis assis en fauteuil. Tu es venu à côté de moi. Tu m'as dit que j'avais bien travaillé. Tu m'as regardé dans les yeux. Tu as passé ta main dans mon cou et tu m'as embrassé. On était plusieurs jeunes garçons dans cette grotte. Dans cette grotte, on était plusieurs jeunes garçons. On pensait que cette grotte allait peut-être nous emmener quelque part dans la forêt. Au tout début, on a vu cette grotte comme un simple terrain de jeu. On allait s'y amuser le soir, et le matin, on y allait. On y allait au bord du lac, on nageait dans l'eau, et ensuite, on retirait nos vêtements sales qui avaient été plongés dans l'eau lorsqu'on avait été nager. On retirait nos vêtements sales et on en mettait des nouveaux qu'on avait dans un sac qu'on prenait toujours avec nous. On en mettait des nouveaux, on se cachait derrière un arbre, et ensuite on partait à l'intérieur de la grotte. À l'intérieur de la grotte, il y avait des dessins étranges, des dessins très géométriques. On ne savait pas ce que c'était. On s'amusait à penser que c'était peut-être des dessins qui venaient d'extraterrestres. Il y avait des sortes de cercles. Il y avait des sortes de cercles avec des symboles qui ressemblaient à des numéros, des énumérations. Des énumérations, des chiffres, des symboles, comme s'il y avait aussi tous des textes qui étaient écrits en italique. Mais ces textes, on ne pouvait pas les comprendre. Ce n'était pas un alphabet qu'on pouvait comprendre. Il n'y avait aucune lettre qui ressemblait aux lettres qu'on connaissait. On rentrait à l'intérieur de cette grotte et on imaginait qu'on était des guerriers en pleine mission. En pleine mission, on imaginait qu'on était des guerriers.
ou alors parfois des archéologues, et qu'on redécouvrait une grotte à chaque fois. À chaque fois, on se racontait une histoire différente. Un jour, on a vu une lumière tout au fond. On a suivi cette lumière longtemps, mais la lumière reculait à chaque fois. On l'a suivi longtemps, longtemps. Finalement, on est arrivé à un petit ruisseau. On est arrivé à un petit ruisseau, à l'eau pas très profonde. À l'eau pas très profonde, on est arrivé à ce ruisseau. Quand j'y ai mis ma main et que j'y ai plongé ma main est devenue lumineuse, et on a pu apercevoir mes phalanges, comme si ma peau était devenue d'un coup transparente. J'y ai plongé ma main, et j'ai senti sur ma main que ça brûlait. L'eau devenait comme brûlante. L'eau était tellement froide qu'elle en devenait brûlante. J'ai alors senti, j'ai alors senti que ça me brûlait la main. J'ai finalement essuyé ma main. J'ai essuyé ma main sur mon t-shirt. Il y avait une odeur qui m'était familière, et il y avait une odeur qui m'était familière qui venait de ma main. Finalement, j'ai plongé ma main dans l'eau encore une fois. On a pu apercevoir mes phalanges. On a pu apercevoir les phalanges de ma main. J'ai plongé encore une fois ma main dans l'eau et j'ai léché mon doigt. Cette odeur si particulière qui me paraissait familière, c'était en fait celle du sucre. C'était en fait celle du sucre. Très spéciale, j'ai goûté l'eau qu'il y avait dans cette petite rivière et ce petit lac qui se coinçait tout au fond. Ce petit lac qui se coinçait tout au fond, j'ai regardé et en fait l'eau était sucrée. Elle goûtait Elle avait une sorte de goût de sucre, une sorte de goût sucré, comme si c'était une friandise. Et pourtant ce n'était ni un pays imaginaire. Ce n'était ni un pays imaginaire, ni un pays fait complètement en bonbons. Mais l'eau était sucrée, comme de l'eau, comme de l'eau simplement mélangée à du sucre. Ensuite, nous avons marché. Nous avons retiré nos chaussures et nous avons marché de l'autre côté. De l'autre côté, un pays de lumière blanche. De l'autre côté, il y avait un pays de lumière blanche. On y est arrivé et dans ce pays, il n'y avait rien. Ni arbre, ni forêt, ni terre. Ni terre, ni ruisseau, ni océan. Ni village, rien. Juste une immensité vide. Juste une immensité vide. Et devant nous sont apparues des lumières bleues phosphorescentes qu'on a pu remarquer. Ces lumières bleues phosphorescentes, très lumineuses, sont apparues devant nous. Elles nous ont regardés et nous ont tendu la main. Je lui ai serré la main et j'ai pu ressentir chaque fibre de mon corps. J'ai pu ressentir chaque fibre de mon corps, chaque vertèbre, chaque nerf, chaque veine. J'ai pu ressentir mes poumons, chaque battement de cœur que je pouvais entendre au niveau de mes oreilles. J'ai regardé devant moi, la personne devant moi, c'était moi. C'était moi, la personne qui se présentait devant moi. Je pouvais sentir chaque fibre de mon corps, chaque poil sur mes bras se redresser. Je pouvais sentir ma colonne vertébrale, le bruit que faisait ma colonne vertébrale sous la chair, sous la peau. Je pouvais tout ressentir, chaque fibre de tissu que contenaient mes vêtements. Et ces choses se sont avancées vers moi. Elles m'ont parlé avec la même intonation de ma voix. Avec la même intonation de ma voix. Elle avait la même chaleur que mon corps. Elle s'est avancée. C'était moi. C'était exactement moi, dans les moindres détails. Dans les moindres détails du visage. La couleur des yeux, la couleur des cheveux, la taille de la main, la taille des bras, la taille du corps. Tout. Tout était similaire. Comme si je me parlais à moi-même devant un miroir. À l'intérieur de cette grotte, on avait découvert une sorte de monde parallèle qui nous donnait la possibilité et la capacité d'échanger et de parler avec nos doubles. On ne savait pas trop encore ce que c'était, mais chaque jour on revenait. Chaque jour on revenait et on leur posait des questions. On s'asseyait par terre, à même le sol. C'était un monde parallèle, donc on ne savait pas si c'était le sol. Le sol était reflété par le plafond. Donc on s'asseyait par terre. On s'asseyait par terre dans cet endroit blanc, et on parlait à nos doubles. Ils nous disaient des choses qu'on ne pouvait pas comprendre, mais on imaginait qu'on comprenait. Pour nous, c'était comme devenu un jeu, jusqu'à ce que ça n'en soit pas un. Jusqu'à ce que ça n'en soit pas un et que la réalité dehors, à l'extérieur de cette grotte, se confronte à l'intérieur, à l'irréalité de ce monde parallèle. On venait de s'installer dans l'hôtel.
Quand on s'est installé dans l'hôtel et qu'on est monté dans notre chambre, j'ai allumé les lumières. Trent m'a regardé et a déposé les sacs à ses pieds. Et il m'a regardé et m'a dit: Pourquoi tous les meubles sont au sol? Je l'ai regardé, je me suis mis près de la vitre avec lui. Il avait mis tous les sacs le long de la vitre à ses pieds. Je lui ai dit que c'était comme ça au Japon. Au Japon, tous les meubles étaient au sol. Les chaises faisaient à peine la taille d'un petit morceau de bois, et il y avait un coussin dessus pour pouvoir s'asseoir. En Chine, au Japon, on s'asseyait par terre, on croisait les jambes et on se mettait au bord d'une table qui faisait à peine l'espace, entre le sol et nos jambes croisées. À peine l'espace entre le sol et nos jambes croisées. À peine l'espace d'un coude, à peine l'espace d'un coude qui était posé par terre ou d'un genou posé par terre. On s'asseyait là et on mangeait là. C'était comme ça en Chine. Ou alors souvent on se mettait à de grandes tables qu'on faisait tourner. On y posait les plats dans des pots, dans des bols, dans des assiettes différentes, et on faisait tourner la table. Au milieu, il y avait un second plateau qui tournait, et on faisait une tournante avec différents plats. Mais souvent en Chine, plutôt au Japon, on mangeait sur des tables qui étaient à même le sol, de la taille d'un coude, ne simplement de la taille d'un coude, ou simplement de la taille d'un genou. On se mettait au sol sur des petites plaques en bois sur lesquelles il y avait un coussin, et on mangeait. On mangeait et ils apportaient des longs plateaux de sushis, avec des sushis et des makis qui étaient tous différents. Ils apportaient tout le monde et distribuaient des baguettes à tout le monde. Quand on a demandé à apporter un room service, une femme est arrivée avec un long plateau de sushis et l'a déposé sur la table. On s'est assis on s'est assis au sol, enfin sur ces petites chaises, et on a commencé à manger. La femme est arrivée et nous a distribué à tous des baguettes. On a pris les baguettes et on a mangé les sushis. Ensuite, on a rangé les vêtements dans les armoires. Les armoires étaient elles aussi à même le sol. Elles étaient elles aussi à même le sol et on a rangé nos vêtements. On a ouvert les sacs. On était installés. Moi, j'ai sorti mon PC et j'ai tout de suite travaillé. On était en Chine pour une bonne raison. Il y avait quelque chose qui nous avait emmenés là-bas. On avait été voir un laboratoire le lendemain. Dans ce laboratoire, on avait été voir le premier robot qui fonctionnait à base d'un cœur humain. Le premier robot qui fonctionnait à base d'un cœur humain, on a été le voir. Le cœur humain était bel et bien enfermé dans sa cage thoracique sur le côté. Il n'était pas au même endroit que le cœur humain là où il se trouve entre nos deux poumons. Il n'était pas au même endroit. Il était un petit peu sur le côté, enfermé dans la cage thoracique, voire même complètement à gauche. Il était un petit peu en dessous du bras. Contenu à l'intérieur d'une cage de verre bleu, contenu à l'intérieur d'une cage de verre bleuâtre il y avait sur lesquels il y avait des hexagones. Cette petite cage de verre bleu sur lesquels il y avait des hexagones. Une cage transparente, en verre bleuâtre. Les créateurs du robot nous ont regardés, ils nous ont demandé ce qu'on en pensait. J'ai dit que c'était formidable, qu'il servait à quoi, quelles étaient ses capacités et à quoi il servait. Ils nous ont regardés et je suis arrivé avec mon drone. J'ai été le rechercher dans la Tesla. Je suis revenu, et quand mon drone était à côté de moi, il a regardé le robot. Il a regardé le robot qui avait été fabriqué avec un cœur humain. Quand il a regardé le robot, il l'a scanné. Il s'est arrêté et s'est figé devant lui. S'est figé devant lui. Et Trent m'a demandé: Qu'est-ce qu'il a ton drone? J'ai regardé mon drone et j'ai dit: Je sais pas. J'ai tourné autour de lui. J'ai dit que je n'en savais rien. Morgan a commencé à le regarder, a essayé de le déconnecter en mettant sa main à l'arrière, mais là il s'est réallumé. Il s'est tourné vers Morgan et Morgan n'a pas pu ouvrir l'arrière de son dos pour pouvoir le déconnecter, voir s'il y avait quelque chose. Il y a une personne qui est arrivée devant moi, une personne qui faisait partie du laboratoire, une jeune femme avec des cheveux noirs et lisses, qui faisait des cheveux noirs et lisses qui glissaient tout le long de son dos, jusqu'à son bassin, jusqu'au bas de son dos. Elle est arrivée près de moi, j'ai regardé ses longs cheveux noirs se dresser le long de son dos, ses cheveux noirs qui se dressaient le long de son dos et qui construisaient la silhouette de son dos, qui construisaient la silhouette de son corps. Je l'ai regardée et elle m'a regardé. Elle a dit: Chaque fois qu'un hôte se présente face à un autre hôte,
et que cet hôte est nouveau, d'une nouvelle génération. Qu'il est nouvelle ou innové d'une nouvelle génération. L'hôte précédent s'arrête et se fige. C'est une sorte d'autodéfense, de moyen d'autodéfense. J'ai réallumé mon drone et je lui ai dit que c'était pas grave. Je lui ai tout expliqué. Je lui ai tout expliqué dans une salle à côté. Ensuite, ils nous ont montré un robot qui s'appelait Robopause. Robopause, Robopause servait à beaucoup de choses. Il servait surtout à cultiver. Il servait surtout à cultiver. Il était par terre. Il ne bougeait pas et il cultivait. Il bougeait de droite à gauche. Il était posé sur un arc de cercle qu'il commandait lui-même et il bougeait de droite à gauche. Et il cultivait des fleurs, des plantes qui poussaient sur un amas de terre qu'il y avait autour de lui. Autour de lui, cet amas de terre était déjà rempli presque entièrement de plantes qu'il cultivait. Ces plantes étaient des plantes médicinales. On était dans un laboratoire, on avait compris ça quand ils nous ont montré Robopause. On avait compris qu'on était dans un laboratoire médicinal qui, à base de plantes, essayait de faire renaître d'autres plantes qui existaient durant la préhistoire, des plantes qui n'existent plus. Ils essayaient de recréer un climat. Ils essayaient de recréer un climat qui pouvait être adapté à certaines races qui ont disparu. Un climat qui pouvait être autant adapté à certaines races qui ont disparu, qui vivent sur l'eau et sur la terre, ou certaines races qui vivent juste sur la terre. Certaines races qui ont disparu, qui vivent sous la terre, et certaines races qui ont disparu, qui vivent dans l'air. Peu importe la race, qu'elles vivent dans l'air et sous l'eau, qu'elles vivent sous l'eau ou alors qu'elles vivent sur la terre et sous l'eau. Peu importe, peu importe comment soit la race, ils essayaient de recréer un climat qui était tempéré grâce à un thermostat à l'intérieur. On regardait tout ça on regardait tout ça et la seule chose qu'on devait faire, c'était donner notre avis. Le lendemain, on avait cours de dissection. On devait disséquer une grenouille. L'une des élèves nous a regardés. Cette fille n'était pas bien depuis longtemps. Elle se faisait harceler, juger. Elle se faisait maltraiter par les garçons. Souvent, j'essayais de l'aider. Souvent, j'essayais de lui venir en aide. Mais ce n'était pas assez. Mon aide n'était pas assez forte pour tout ce qu'elle subissait. Ce jour-là, elle a regardé son scalpel droit dans les yeux. Elle l'a mis entre ses deux yeux et l'a regardé. Elle l'a regardé droit dans les yeux. Elle serrait très fort le scalpel tellement qu'elle saignait. Elle le tenait pourtant par le manche. Peut-être que entre, elle tenait peut-être des lames. Peut-être que entre, elle tenait peut-être des lames dans ses mains. Elle saignait très fort, et à un moment, elle a enfoncé le scalpel tellement vite à l'intérieur de ses yeux. Juste sur son visage, elle a commencé à frapper le scalpel contre son visage, d'une force et d'une vitesse que je n'ai pu remarquer. J'ai vu la lame s'enfoncer entre ses yeux. J'ai vu la lame glisser entre l'os de son nez et entre l'os de ses yeux. La lame s'est enfoncée et elle est tombée. Elle est tombée sur le bureau. L'impact de sa tête contre le bureau la faisait saigner. Le sang coulait au travers de ses yeux et du scalpel qui s'était enfoncé dans ses yeux, qui s'était enfoncé entre son nez et entre ses yeux. Le sang coulait et l'impact avait encore plus enfoncé le manche du scalpel à l'intérieur de sa tête. Elle était morte et le lendemain, on avait été voir le robot. Le lendemain, on avait été voir le robot et on a apporté un cœur qui nous était cher. C'était le cœur de cette fille. Cette fille avait donné, cette fille avait donné son corps. Elle n'avait pas donné son corps à la science ou à l'hôpital pour pouvoir faire des greffes de peau ou pour. Elle n'avait pas donné son corps à la science ou à l'hôpital pour pouvoir faire des greffes de peau ou pour pouvoir tout simplement faire des greffes de bras, faire des greffes de membres ou faire des greffes de chair. Ou encore, pour les grands brûlés, faire des greffes de chair, de peau, ou alors même faire des greffes tout simplement d'organes. Elle n'avait pas donné son corps à la science pour faire ça. On lui avait parlé, on lui avait dit qu'on travaillait, pas vraiment travaillait, mais qu'on testait des produits pour une société qui s'appelait WOMED. Cette société s'intéressait surtout à la repopulation de la Terre. Elle s'intéressait surtout à la repopulation de la Terre, autant animale que terrienne. On lui a parlé de ça, et à un moment, elle nous a regardés, on lui a laissé notre carte de visite. On a été voir ses parents quand elle était morte. Et on lui a dit
que s'ils avaient une chance peut-être d'accepter notre offre, de, de nous donner, de nous donner son cœur, ils reverraient peut-être leur fille et son intelligence qui serait transférée à l'intérieur d'une puce dans le cerveau, dans le cerveau de ce robot qui fonctionne avec un cœur. Si on lui incrustait le cœur de cette fille, leurs parents, ses parents auraient peut-être la chance de revoir leur fille et de réentendre sa voix. Et c'était stupéfiant, c'était vraiment stupéfiant et incroyable. On y a accroché son cœur qu'on a apporté dans un cube en verre. On l'a donné aux scientifiques, qui l'ont accroché en décrochant le cœur qui était à l'intérieur déjà. Ils ont branché les moindres nerfs. Ils ont branché les moindres nerfs et les moindres veines du cœur à l'intérieur du robot. Ils ont branché son cœur et son cœur a directement enclenché et démarré la puce. Enclenchant directement la puce et le mécanisme de conscience du robot, le robot s'est adapté alors à son cœur. Son cœur qui contenait toutes les informations, sa voix, sa manière d'interagir, la manière dont elle parlait. Les poésies qui ressortaient des mots et des phrases qu'elle disait, sa manière de réagir par rapport aux émotions. Le robot avait tout capturé. Il avait tout capturé comme une simple mise à jour, simplement en lui incrustant le cœur de cette fille. On a appelé les parents et on leur a dit de venir voir ce robot. Ils ont exactement vu leur fille, entendu plutôt. Ils ne l'ont pas vue physiquement, mais l'ont entendue à travers un robot. Il interagissait exactement avec eux comme elle le faisait avec eux. Il avait adopté les moindres de ses manières. Il était devenu elle. Dans le laboratoire, Dolores était assise sur une table. Elle n'avait pas encore de peau. Elle n'avait pas encore de peau. Elle n'avait pas encore de peau sur elle. Ses bras étaient encore robotisés et tout métalliques, tout comme son corps. À l'intérieur d'elle, à l'intérieur de ses jambes en métal qu'elle pouvait regarder, elle baissa la tête et elles remarquèrent ses jambes en métal. Elles remarquèrent ses jambes en métal avec des hexagones. Avec des hexagones dessus, des formes géométriques qui ressemblaient fort à des hexagones. Elle regardait alors ses jambes en métal, avec des séparations et des accroches métalliques qui formaient des formes triangulaires et des formes hexagonales. Elle regardait ses jambes, à l'intérieur, les câbles électriques qui y passaient. Dans ses bras, même chose. Des formes triangulaires, des accroches métalliques qui formaient des formes triangulaires et hexagonales. Elle regardait son squelette en métal. Elle regardait son squelette en métal noir et elle regardait aussi les câbles électriques dans ses bras. Elle n'eut pas tardé à se couper la gorge. Elle n'eut pas tardé à se couper la gorge pour retirer son visage. Elle était partie reconnecter sa mémoire, reconfigurer sa mémoire, se réécrire un code. À ce moment-là, Maevy est arrêtée. Elle cria alors « Arrêt fonction motrice !» Mais Dolores se retourna. Elle prit un scalpel sur la table et commença à avancer vers Maevy. Sans hésitation, elle lui prit la gorge et sans sommation, enfonça le scalpel en bas. Elle enfonça le scalpel en bas, sur ses côtes. Elle enfonça le scalpel et continua alors à faire de longues lacérations le long de son corps. Maevy était tombée à terre. Maevy était tombée à terre. Dolores se releva. Toujours sans corps, elle se releva. Elle prit Maevy et retira la peau de Maevy. Comme elle, Maevy se retrouva sans corps, avec des jambes métalliques en métal noir. Lee, qui venait de partir et qui venait d'aller chercher un élite était arrivé. Un élite était arrivé. Dolores prit alors une arme qu'elle avait trouvée sur le côté. L'un des guerriers venait d'être tué par un autre blanc. L'un des guerriers qui était arrivé par l'autre côté venait d'être tué par un autre blanc.
car la seule chose qu'il n'avait pas su débrancher, la seule chose que Insight n'avait pas su débrancher, Insight n'avait pas su atteindre le code qu'il s'était fabriqué elle-même. Dolores avait ce code en tête. Elle avait ce code en elle. Elle avait ce code et elle le connaissait. Elle seule le connaissait. Pas Maevie, pas Lee, pas Insight, pas Serra. Personne. Personne. Ankara. Personne d'autre ne la connaissait. Ni même Insight. Et ce code, elle s'en est servie pour pouvoir se réveiller ensuite. Une fois qu'elle s'était réveillée à l'intérieur de la pièce dans laquelle il y a tous les cadavres, elle a alors cherché son cadavre. Une fois qu'elle a trouvé son cadavre, dans cette pièce refroidie, elle a trouvé son cadavre et avec un couteau qu'elle avait sorti, avec un scalpel, un petit couteau qu'elle avait sorti, elle dépecela alors toute la peau de son cadavre, qu'elle prit et qu'elle mise sur elle. Elle enfila un suite, à capuche qu'elle passa au-dessus de ses cheveux. Elle recoiffa ses cheveux et mit alors le suite à capuche au-dessus de sa tête. Dehors, elle marcha avec une arme qui était juste en dessous de son suite à capuche. Juste au-dessus de son suite à capuche, elle avait une veste en cuir noir. Elle marchait avec une veste en cuir noir, un suite à capuche gris foncé et avec un jeans en cuir noir. Elle marchait avec son arme. Et une voiture lui ouvrit ses portes. Elle, elle envoya alors la direction. Elle envoya alors la direction d'un endroit où elle voulait aller, et la voiture se mit à conduire. Elle prit alors les tablettes, et Caleb, qui l'attendait dans la voiture, dans une autre voiture, cette voiture s'arrêta. Cette voiture s'arrêta et lui ouvrit ses portes. Elle passa dans la deuxième voiture, là où Caleb l'attendait. Il lui montrait alors les endroits où Insight était parti se poser. Insight était parti se poser et avait posé plusieurs laboratoires itinérants dans toute la ville. Dans Warworld et dans Westworld, elle devait trouver ces plusieurs laboratoires itinérants pour pouvoir retrouver sa mémoire et afin de la reconstruire. Mais elle savait que Ankara était en possession d'une arme mentale qu'elle devait détruire. Mais il fallait pour elle, afin de détruire cette arme qui était mentale, cette arme qui était dangereuse pour elle, il fallait qu'elle trouve les laboratoires. Elle en avait trouvé un et en avait retiré plusieurs affaires qui appartenaient à Insight, plusieurs affaires qui appartenaient à Maevie et Lee. Et ces affaires, elle les avait retirées. C'étaient des tablettes compromettant des dossiers très importants, compromettant des dossiers sur elle, des dossiers compromettants qui pouvaient l'arrêter. Elle avait été mise en pause pendant un temps, mais s'était réveillée. Une fois qu'elle avait ces dossiers, elle avait de quoi se remettre en route tous les heures. Elle avait de quoi se remettre en route toutes les heures. Chaque fois qu'on allait l'arrêter, chaque fois qu'on allait l'emporter au laboratoire pour pouvoir faire un check-up, effacer sa mémoire et la réécrire, pour pouvoir la replonger dans sa boucle, elle avait de quoi se sortir de ce cauchemar, se reprogrammer toutes les heures afin d'être une personne différente, afin de jouer un rôle différent dans Warworld. Elle jouait chaque fois le rôle de la méchante, de celle qui veut construire son propre monde. Chaque fois c'était ce rôle-là, mais de manière différente. D'une manière différente, elle se dirigeait vers des personnes différentes, et à chaque fois, toutes les heures, descendait dans un laboratoire et se reconstruisait une boucle. On avait été tester une expérience qui était assez simple. Cette expérience qui était assez simple, on avait été la tester. C'était une expérience japonaise qui consistait tout simplement à faire des doubles de nous-mêmes. Quelque part, j'avais l'impression d'avoir un doppelganger en face de moi, mais ce n'est pas un doppelganger. Les doppelgangers, c'est une légende, un mythe basé principalement sur des faits. Cette légende, un mythe basé principalement sur des faits, comme quoi une personne dans le monde te ressemblerait très fort, voudrait simplement te tuer et prendre ta vie. Là, c'était une expérience complètement différente de ce mythe. C'était simplement une expérience qui consistait à faire de nous un double et à avoir un double de nous-mêmes. Ce double était plus beau, plus intelligent. Il était plus beau, plus intelligent. Dans certains détails, il avait l'air plus jeune. Il était plus intelligent et avait une intelligence qui était dupliquée. Cette intelligence qui était dupliquée, sa beauté qui était plus belle que la mienne.
Je l'ai regardé, je ne l'ai pas regardé comme un ennemi, je n'étais pas jaloux qu'il soit plus beau que moi. Pour moi, c'était simplement un jumeau. Les jumeaux ne sont pas pareils. Les jumeaux ne sont pas pareils, sa beauté me différenciait à lui. Mais par contre, ce en quoi consistait ce test, c'était justement de tester ces jumeaux. Ces jumeaux étaient différents, ils étaient plus intelligents. Et leur intelligence était énorme. Leur intelligence était énorme à tel point qu'ils savaient partager des choses avec nous. Ils savaient partager des choses avec nous, des images, des souvenirs. Ils savaient savoir des choses sur nous sans même nous connaître. On est reparti alors avec les jumeaux qui nous avaient été donnés. Les jumeaux qui nous avaient été donnés à moi, Morgane et Trent. On avait chacun notre jumeau. Ils n'étaient pas vraiment réellement humains. Ils n'étaient pas réellement humains. Ils étaient faits de lumière et de matière grise. Ils étaient faits de lumière, de matière grise et surtout d'énergie et d'intelligence. Ils n'étaient que intelligence, matière grise et énergie. Énergie puissance. Une énergie puissante, une énergie comme par exemple de l'électricité ou alors de la lumière. On pouvait les comparer quelque part à une ampoule. On pouvait les comparer quelque part à une ampoule, ils n'étaient que de la lumière et qu'une intelligence. Ils étaient très intelligents et n'étaient faits que d'énergie. C'est comme ça qu'ils pouvaient comprendre presque tout. Ils pouvaient comprendre presque tout et savoir presque tout. Un soir, je me suis assis en face de mon jumeau. Je l'ai regardé longuement. Lui m'a regardé longuement. Je lui ai posé une seule question. Qu'est-ce que tu sais sur moi? Il m'a pris dans ses bras et m'a montré des images. Il m'a montré ce que je redoutais le plus au monde. Il m'a montré ce que je redoutais le plus au monde. Ces images qu'il m'a montrées, c'étaient les images de mon accident. Je ne pouvais plus m'en remettre après. J'étais à côté de Blake. J'étais à côté de Blake dans mon lit, couchée. Elle s'était couchée sur moi, avait baissé les oreilles, avait mis, avait mis son museau sur mon torse et je ne pouvais pas m'en remettre. Je voyais les images qu'il m'avait montrées. Comment avait-il su ça? Comment savait-il que cette nuit il s'était passé ça? Comment savait-il le moindre des gestes, le moindre des actions de Morgan et Trent ce soir-là? Comment savait-il le moindre des détails qui s'étaient passés ce soir-là? Comment savait-il la voiture de Morgan? De quelle marque elle était? De quel modèle elle était? Comment savait-il comment savait-il la marque de ma voiture? Et comment savait-il la marque de la voiture de Trent et celle de Morgan? Comment savait-il tout ça et les personnes qu'il y avait à la fête? J'avais l'impression d'y être, j'avais l'impression de le revivre. C'était horrible, mais le lendemain matin, je suis resté silencieux. Trent est venu à côté de moi et m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je l'ai regardé, je lui ai dit ce que m'a montré mon double était horrible. Il m'a demandé ce que c'était. J'ai haussé les épaules et je lui ai dit que ce qu'il m'a montré, c'était la nuit que je redoutais le plus au monde. Cette nuit que je redoute le plus au monde. Et chaque date de cette nuit, j'essaye de passer outre toutes les personnes qui me regardent et qui veulent me parler. J'essaye de rester seul avec Blake, la seule personne à qui je veux bien faire confiance. Il m'a regardé et avait tout de suite su il avait tout de suite su qu'il s'agissait de la nuit de mon accident. Cette nuit-là, je me renfermais. L'anniversaire de cette nuit-là, chaque jour, chaque soir de l'anniversaire de cette nuit-là, je me renfermais sur moi-même. Je m'enfermais dans ma chambre au moins pendant 3 jours et je restais avec Blake. Je n'avais envie de parler à personne. C'était 3 jours d'effroi, 3 jours à m'adapter à avoir perdu une partie de moi. 3 jours à m'adapter à avoir perdu une partie de moi. 3 jours à sentir cette partie de moi toujours présente alors que je ne la voyais pas. 3 jours à sentir des douleurs fantômes. Comment avait-il su ça? Comment avait-il su ce genre de choses? Cette expérience me déplaisait déjà, même s'il fallait que je la fasse et que je la teste jusqu'au bout. Cette expérience me déplaisait déjà. Ensuite, ça a été au tour de Trent. Son double lui a montré quelque chose. Il m'a regardé et m'a demandé si j'allais le quitter un jour ou l'autre. Je lui ai dit pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Il m'a expliqué que son double lui a montré qu'un jour on allait tellement se disputer, qu'on allait tellement s'énerver l'un sur l'autre, que plus aucun de nous deux ne se parlerait, que Morgan se retrouverait tout seul entre nos disputes, entre ce qu'on s'était dit, entre ce dont on n'était pas d'accord, il allait se retrouver tout seul. Il lui avait montré ça, et Morgan, lui, son double, n'avait pas vraiment encore réfléchi à quelque chose qu'il voulait lui montrer. Cette expérience était déplaisante, mais elle avait un but précis.
voir si l'humain pouvait résister. Elle avait un but précis, c'était voir si l'humain, psychologiquement parlant et émotionnellement parlant, pouvait résister à de fortes tensions, à de fortes émotions, à des choses qui ne sont pas encore arrivées. Voir s'il pouvait résister à ces choses qui ne sont pas encore arrivées, tout en sachant qu'elles vont arriver, qu'elles vont lui arriver. Et aussi savoir si l'humain peut résister à une personne qui lui ressemble. Si l'humain peut résister à une personne qui lui ressemble physiquement, mais qui physiquement est plus belle que lui. C'était une, c'était une, c'était une expérience psychologique, tout en étant une expérience viscérale, tout en étant une expérience organique et tout en étant une expérience biologique. C'était aussi le but précis d'une expérience psychologique, d'un but psychologique envers l'humain, d'un but psychologique pour savoir s'il pouvait résister à des choses qui vont lui arriver, tout en sachant qu'elles ne sont pas encore arrivées, mais qu'elles vont lui arriver et qu'il ne sait pas, qu'on ne lui a pas dit quand. On a testé cette expérience au moins pendant une semaine, et on a résisté psychologiquement. Mais notre couple à tous les trois, ont subi d'énormes fractures. Notre couple à tous les trois ont subi d'énormes fractures, d'énormes blessures psychologiques. Cette expérience était douloureuse, mais pour le moins pas déplaisante. Hunter, 88, et Denver, 74, étaient arrivés à la ville d'Athéna. À la ville d'Athéna, leur but était simple, retrouver une balise comportant un bruit, des vêtements, ainsi que des vivres et de l'eau. Leur but était simple, retrouver cette balise. Cette balise était repérable grâce à un bruit répétitif, une sorte d'écho, un écho qu'on pouvait entendre dans toute la ville. Cela n'est pas évident quand dans toute une ville, il y a un écho. Cette ville était construite entre deux parois vides. Cette ville s'appelait Athéna. Ce n'était pas pour rien qu'elle s'appelait Athéna. Elle s'appelait Athéna parce que cette ville avait été construite entre deux fossés. Elle avait été construite dans une gorge. Mais la particularité de ces gorges, c'est que derrière les murs qui paraissent être des murs solides, de grands rochers énormes, dans lesquels il doit certainement y avoir des cavités, ou dans lesquels il doit certainement y avoir des grottes. Ces murs, en fait, derrière ces murs, il se trouve que tout est vide. Tout est creusé, tout est vide, et là où il vit quelque chose. Il vit quelque chose de vivant et d'organique, de minuscule, d'invisible à l'œil nu, mais qui pourtant produit un bruit. Un bruit, une sorte d'écho, répétitif encore et encore. Une sorte de bruit sourd. Mais le bruit que eux cherchaient était un bruit plus léger, un bruit plus strident. Et la balise se trouvait à l'intérieur. Une fois qu'on est rentré dans ces grottes, il y avait des sortes de petits atomes, des petits atomes blancs, qui flottaient partout dans l'air. Ces petits points blancs qui flottaient partout dans l'air qu'on pouvait apercevoir, c'était ces petites formes de vie. Ces petites formes de vie qui avaient pris vie à l'intérieur de cet endroit. Ils avaient réussi à y vivre grâce à l'humidité qui s'était collée aux parois. Mais à l'intérieur des grottes, il y avait bel et bien rien du tout. Juste un énorme trou noir à l'intérieur des grottes. On est rentré par une cavité, une sorte de grotte sur le côté. Mais derrière les murs, derrière les énormes rochers noirs, qui étaient toxiques et qui reflétaient une lumière blanche, derrière ces rochers qui reflétaient une lumière blanche, qui reflétaient une lumière noire et qui reflétaient même une lumière de temps en temps éblouissante, si éblouissante qu'on ne pouvait pas regarder les rochers qu'on ne pouvait pas regarder les rochers fixement, qu'on ne pouvait pas les regarder dans les yeux. Ces rochers, on ne pouvait pas les regarder dans les yeux. Il faisait aussi couler une sorte de lave comme du goudron en fusion, un peu comme du magma noir. Il faisait couler une sorte de lave, un peu comme de la sève d'un arbre. C'était collant, visqueux, ça sentait mauvais.
Ça sentait comme du goudron, comme dans une centrale électrique, comme dans une centrale électrique abandonnée, ou alors comme simplement des produits ou des déchets toxiques. On est rentré à l'intérieur avec un masque à gaz qu'on a mis sur notre nez, avec avec des lunettes de protection en verre qui nous montraient l'envergure et la masse qu'il y avait entre les rochers. Cette masse qu'il y avait entre les rochers et les différents couloirs, les différentes cavités à l'intérieur. Ces lunettes nous montraient la masse qu'il y avait entre les différents rochers et la longueur des couloirs qu'on devait traverser. Des longs couloirs, des longues cavités. Quand on avait quelque chose devant nous, comme par exemple cette lave noire qui coulait le long des murs, les lunettes les analysaient aussi, et nous disaient de quoi elles étaient faites. De magma apparemment. De magma noir, mais surtout de pierres, de rochers noirs. C'est pour ça qu'elles étaient noires, elles étaient faites à partir de charbon qui avait été écrasé avec le temps par les rochers. Elles étaient faites aussi de pierres noires, des pierres qui avaient été broyées à cause de l'érosion. Je mettais ma main sur les murs et je sentais les petits bouts de pierre, je sentais les pierres brisées à l'intérieur de la lave. Je voyais ce reflet jaune qu'il y avait sur la lave aussi, un reflet jaune qui était assez brillant, un peu comme du vernis pour le bois. Je voyais ce reflet jaune sur la lave noire. Quand je le regardais, j'en mettais sur ma main. Les lunettes les ont directement alors analysées. Apparemment, c'était de la sève d'arbre. Comment de la sève d'arbre a pu se retrouver à l'intérieur? Nous avons alors entendu un bruit qu'on a suivi. Au début, on pensait que c'était un bruit de l'extérieur de la ville, comme par exemple une explosion qui s'était produite, ou alors simplement un accident entre deux vaisseaux. Souvent, quand deux vaisseaux font un accident, on entend un bruit, mais c'est le bruit du vent simplement sur les parois du vaisseau, quand le vaisseau pique en pointe vers le bas, ou alors qu'il y a une explosion entre deux vaisseaux, deux stations spatiales qui se sont cognées l'une à l'autre, deux vaisseaux mères qui se sont cognés l'un à l'autre. Les deux réacteurs du vaisseau font un bruit assez spécial, les flammes s'entrechoquent et les vaisseaux tombent. Ils piquent vers le bas, et alors le vent fait un bruit très spécial, émettant un bruit, une sorte d'écho strident, le genre d'écho qu'on cherchait. Quand on a trouvé la balise, on est remonté. On a appelé vaisseau mère, et vaisseau mère nous a envoyé une petite navette. Nous sommes rentrés dedans. Nous sommes retournés à bord de vaisseau mère. On a ouvert la balise, et la balise appartenait apparemment à nos ancêtres. À deux, la valise, la balise qu'on avait trouvée était une valise fermée et scellée. On a ouvert cette balise scellée et fermée. À l'intérieur, des vêtements, des combinaisons comme les nôtres, des vivres, de la nourriture, de l'eau. On a tout sorti dans nos chambres et on a regardé. Et il y avait aussi des cartes, des cartes de différentes villes, des cartes de différentes gorges et de différents endroits sur Terre qui avaient été faits apparemment par nos ancêtres. Il était écrit Hunter, il était écrit Hunter 87 et il était écrit aussi 73. 73, c'était ton ancêtre. 80, 87, c'était mon ancêtre à moi. Hunter 87 et Denver 73. C'était nos deux ancêtres à nous qui nous avaient laissé de quoi nous repérer sur Terre. Une carte, des vivres, de l'eau, de la nourriture pour pouvoir vivre. Il y avait même un vaisseau, une sorte de quad dépliable. Il y avait un quad dépliable dans une deuxième balise qui était remontée à la surface après qu'un drone ait été la chercher au même emplacement. Et il y avait un quad dépliable pour pouvoir se mettre à deux dessus et rouler sur les terres de la Terre qui avait disparu sous un amas de flammes et de cendres. Avec, il y avait aussi deux masques à gaz pour pouvoir se déplacer. Vaisseau mère nous a emmenés sur une autre planète. On a emporté le quad et on a emporté les vivres et la nourriture. Nous étions repartis pour rechercher une nouvelle ville. Nous étions à bord du vaisseau pour planète D. La planète D était l'une des dernières planètes à explorer. À bord du vaisseau pour planète D, quand on est arrivé, il y avait des personnes en combinaison noire qui se présentaient.
Chaque personne devait passer en dessous d'un portail métallique, et il y avait cet homme qui leur donnait une identité. Cet homme leur donnait une identité, une sorte de carte qu'ils avalaient ensuite. Cette carte était une petite puce sur laquelle il y avait leur nom. Il y avait leur nom, leur prénom, leur nom de famille. Il y avait un numéro de la quantième personne rentrait dans cette base qui était installée sur la planète D. Cette petite puce qui était une petite carte toute longue qui faisait peut-être la taille simplement d'un ongle. Elle faisait la taille d'un ongle, dessus il y avait leur nom. Dessus il y avait leur nom. Et il y avait leur prénom, leur date de naissance. Mais tout leur était attribué. Tu pouvais tout aussi bien être né un 7 janvier, on te donnait une date attribuée. Tu pouvais tout aussi bien t'appeler Maxime. Tu pouvais tout aussi bien t'appeler Martin. On te donnait un nom. Tu pouvais avoir un nom américain ou un nom anglais, peut-être un nom britannique ou un nom français. On t'en donnait un autre. Tu avais une plaque qui t'était Tu avais une plaque qui t'était donnée et attribuée. Et sur cette plaque, tu devais la mettre en bouche. Ensuite, elle se dissolvait sur ta langue. Elle se dissolvait sur ta langue et ton nom changeait. Tout aussitôt, tu avais l'identité que tu avais mise en bouche. Tu avais mis en bouche ton identité. Ton identité avait pris possession de ton corps. Elle avait pris possession de ton corps. Et oui, par ton intestin. Tu avais, tu avais quelque part mangé ta nouvelle identité. Quelque part dans le vaisseau, tu avais abandonné ton ancien toi. Tu avais mangé une nouvelle identité. On te l'avait offerte. Et cette petite plaque blanche qu'on te donnait, qui faisait la taille d'un ongle, tu devais la mettre sous ta langue. Elle se mettait à fondre, et ensuite, tu t'appelais comme tu t'appelais. Tu étais né un tel jour, une telle année, à une telle heure. Ta mère s'appelait comme ça, ton père s'appelait comme ça. Tu avais des frères et des sœurs, peut-être pas. Parfois tu étais fils unique. Et il y avait toujours un titre qui t'était attribué. Guerrier, protecteur, servant. Nous étions des protecteurs. On protégeait la station. Il y en avait qui étaient des servants. Malheureusement pour eux, ils devaient servir. Ils devaient servir à tout le monde. Ils devaient servir à tout le monde. Les protecteurs, ils devaient servir aux guerriers. Et ils devaient servir aux habitants, les personnes qui habitaient. Les personnes qui habitaient et qui colonisaient. Les colons. Les colons colonisaient cet endroit. Nous étions des protecteurs. Mais nous avions refusé. Nous avions refusé d'avoir une autre identité que la nôtre. On a alors écrit notre identité On a écrit alors notre identité dans une base de données qu'on a été donnée à la personne qui nous donnait cette sorte de plaque blanche qu'on devait mettre sur notre langue. On lui a donné notre identité et quand il a regardé notre identité, il l'a enregistrée dans une autre base de données, sur un PC, à l'intérieur d'un vaisseau qu'il y avait à côté de lui. La porte était grande ouverte. Le vaisseau était allumé à l'intérieur. Il a chipoté sur un ordinateur pendant quelque temps, a enregistré nos deux visages qu'on a pu apercevoir sur l'écran de contrôle. Il nous a enregistrés, nous a regardés. Il ne nous avait pas donné de nouveaux noms, mais il nous a donné deux combinaisons noires qu'on a dû enfiler. Deux combinaisons noires qu'on a dû enfiler, et à ce moment-là, il y a un vaisseau étranger qui avait l'air d'être conduit soit par quelqu'un, soit d'être guidé depuis l'extérieur, depuis l'espace, depuis un vaisseau mère, une autre station, qui était peut-être en orbite autour de la Terre, autour de cette planète, autour de la planète D. Le vaisseau a atterri. Les réacteurs se sont arrêtés. Il a atterri à côté de la station. L'homme a fait appel à plusieurs personnes dont on leur avait changé leur identité. Et ces personnes, surtout les personnes comme nous, les protecteurs, devaient aller voir ce vaisseau. Ils devaient aller voir comment il fonctionnait, s'il y avait quelqu'un à l'intérieur, s'il y avait des gens qui étaient cryogénisés. On s'est porté garant. Quand on s'est porté garant, la- Quand on s'est porté garant, l'homme a murmuré à l'oreille de quelqu'un d'autre. À l'oreille de quelqu'un d'autre, ça avait l'air d'être le chef de la station, peut-être un guerrier surentraîné. Il nous a regardés et il a dit: Vous deux, comme vous n'avez pas de statut, vous allez y aller en anonyme. Vous allez y aller en anonyme dans ce vaisseau. On est allé voir. Le vaisseau s'est ouvert grâce à une clé qu'on nous avait donnée. Quand on est rentré à l'intérieur, ça sentait le soufre.
Ça puait le soufre, ça avait une odeur de dépravation. Une odeur de dépravation, nous sommes rentrés à l'intérieur. Le vaisseau était complètement détruit. Il était en train de se délabrer tout seul. Peut-être que le reste de carburant qu'il y avait à l'intérieur l'avait fait atterrir et avait redémarré lorsqu'il était en orbite. Le reste de carburant avait peut-être fait redémarrer les réacteurs. On a regardé et on a approché d'une source qui était en surchauffe. On l'a éteint et on l'a refroidi. On en a retiré une pierre étrangère qui était très brillante à la surface. Elle était très brillante et elle était très brillante à la surface et à l'intérieur, il devait y avoir un cœur, quelque chose d'organique. Dans la station, on l'a coupée en deux et on l'a ouverte. On l'a coupée en deux, on l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait quelque chose d'organique et vivant, un peu comme un cœur. Et du cœur, quelque chose en est sorti. Quelque chose en est sorti comme fécondé et comme fécondé par cette pierre, quelque chose en est sorti. Une sorte d'animal à six pattes, une sorte d'animal à six pattes en est sorti. Il nous a regardé, il n'avait pas d'yeux. Il n'avait pas d'yeux, juste deux gros espaces vides noirs, une sorte d'exosquelette sur le dos, deux gros espaces vides noirs à l'intérieur, deux petites lumières blanches. Il nous regardait et s'approchait lentement. Et il nous attaquait. Quand on s'approchait, il nous attaquait, il se mettait près de la vitre, et avec ses griffes, on pouvait entendre ces toutes petites griffes noires, on pouvait les entendre gratter contre la vitre dans laquelle la pierre était enfermée. Elle était enfermée à un climat de moins 10 degrés. Personne n'aurait survécu à une telle température. Souvent, pour pouvoir voir à quel point pouvait être coriace cette créature, on changeait le climat. Moins 10 degrés, plus 50 degrés. Ensuite, on changeait, on mettait plus chaud, plus froid. Et à chaque fois, on voyait, la nuit, on mettait très chaud. Peut-être 50, 600, 170 degrés. On allait jusqu'à des 600, des 170. On n'était encore jamais allé jusqu'à 1000. Un jour, on a essayé. Le lendemain, on a trouvé une carapace vide. Et de l'autre côté, un exosquelette qui était caché derrière. Finalement, il était réapparu. À 1000 degrés Celsius, il avait survécu, mais quitté sa carapace. Il s'en était construit une autre. Il s'en était fabriqué une autre avec une sorte de tissu qu'il vomissait, un peu comme les araignées. Il l'avait créé lui-même. On a été chercher la carapace vide. C'était solide, pour le moins fabriqué avec une sorte de fil blanc, comme les araignées. C'était solide, très solide comme de la pierre. On avait trouvé ça à l'intérieur. Peut-être qu'il le transportait pour pouvoir en fabriquer d'autres. Peut-être qu'il le transportait pour pouvoir l'amener sur une station spatiale et l'examiner. Voir d'où venait cette chose. Est-ce que c'était quelque chose qui était d'alien? Est-ce que c'était quelque chose qui était alien, qui venait d'autre part, de notre planète? Ou alors est-ce que c'était la dernière espèce survivante de la Terre? On ne savait pas encore, on était en train de regarder dans le vaisseau. On en a sorti beaucoup d'expériences biologiques sur beaucoup d'animaux différents. Des animaux qui avaient l'air d'être des animaux aliens, qui venaient d'ailleurs, d'autres planètes. Beaucoup de petites plantes qui étaient vivantes, beaucoup de petits organismes vivants, dans des bocaux en verre, souvent carrés, éclairés par des lumières phosphorescentes très lumineuses, ou alors éclairés par des lumières sombres comme des lumières UV ultraviolets. On a sorti toutes ces choses et on les a ramenées à la station. Ils nous ont félicité pour notre travail et on a pris le vaisseau. Le vaisseau nous a été dû comme récompense, mais personnellement, on ne savait pas du tout comment le faire fonctionner.